Bonjour Christophe, Salut Max. bienvenue en Belgique. Merci. Merci de m'accueillir en Belgique. Mais je t'en prie, c'était le moment idéal de ton passage chez nous en Belgique pour venir faire un petit peu le bilan finalement de l'aventure Le Hibou, mais aussi Mmh. l'aventure Le Hibou à l'international, puisqu'on a fêté il y a quelques semaines les 1 an de la Belgique et du développement donc de Le Hibou sur la Belgique et on le rappelle aussi sur le Québec qui a été ouvert il y a à peu près aussi un an maintenant, Ouais. 9 mois. Et donc, je voulais en profiter justement avec toi pour te poser quelques questions, faire le point et puis discuter un peu des tendances du marché. Je trouve que c'est toujours intéressant. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, quoi de mieux que de demander au fondateur finalement de Le Hibou de nous dire un petit peu ce que c'est, d'où est venue l'idée et ce que c'est devenu aujourd'hui. OK, très bien. En tout cas, ravi d'être, là avec toi Maxime aujourd'hui. Écoute, si je pitch le Hibou en quelques secondes, je dirais que, le Hibou, c'est une plateforme d'intermédiation et de services de consultants freelance spécialisés dans les métiers de l'IT. Et notre métier, c'est d'accompagner, des grands groupes et des ETI dans leur transformation digitale avec un modèle hybride de plateforme d'intermédiation, donc à la fois, la technologie, des algorithmes, qui tournent et de l'autre côté de services, puisqu'on souhaite, proposer des services autour de la qualification des consultants et l'accompagnement de nos clients. Voilà en quelques mots, le Hibou. Et si je dois donner quelques chiffres, on a presque 9 ans, dans quelques semaines. Le Hibou aujourd'hui, c'est 100 000 consultants inscrits sur la plateforme, donc 100 000 personnes qui travaillent dans les métiers du numérique. On devrait réaliser 110 millions de chiffre d'affaires cette année, un petit peu plus, ce qui représente une croissance organique encore importante, puisqu'on avait fait 82 l'an dernier. Et c'est à peu près 80 personnes réparties en France, dans les régions, et puis comme tu l'as dit, à l'international, Belgique et Canada. Ok. Et aujourd'hui, si on devait expliquer ce qui fait la différence de Le Hibou avec les autres acteurs du marché, on voit que c'est aujourd'hui un marché très tendu, beaucoup d'acteurs sur le marché, donc très concurrentiel. Pourtant, Le Hibou s'en sort plutôt bien, puisque, et comme tu le dis, une société en croissance, société rentable. Je pense que ce n'est pas le cas de tous les acteurs sur le marché. On sent énormément justement de friction là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Le Hibou arrive à avancer dans ce marché qui, pour certains, est très très compliqué? Alors effectivement, c'est une bonne question, puisque le marché a ralenti depuis avril 2023. Euh, alors le premier élément de réponse, je pense, c'est lié à notre modèle. En fait, on est une plateforme qui propose une approche extrêmement innovante. Et pour moi, la principale innovation, c'est le fait de faire travailler des personnes morales, donc en fait des entrepreneurs qui sont à leur compte et qui sont notés par les anciens clients chez qui ils sont intervenus. Mhm. Et en fait, ça nous donne un élément de différence qui est énorme, parce qu'en fait, on a une démarche qui est complètement objective dans la sélection des consultants. On a à cœur de proposer les meilleurs consultants pour nos clients, et on va se baser évidemment sur tout le process de qualification qu'on réalise en interne, mais aussi évidemment sur ce qu'en pensent les anciens clients qui deviennent en fait nos tiers de confiance, si tu veux. Mhm. Et ça, évidemment, c'est un argument qui fait mouche quand on voit des donneurs d'ordre, même à très haut niveau dans les organisations. Quand on leur dit, voilà, le meilleur expert en cybersécurité, c'est pas moi qui vais vous dire que c'est le meilleur, à vous, BNP Paribas, mais c'est Natixis, par exemple, chez qui il vient de passer 2 ans. Ça apporte un élément de différenciation qui est extrêmement important. Donc ça, je dirais que c'est en termes de positionnement marché par rapport notamment à toutes les ESN qui font travailler des salariés et qui n'ont pas cette capacité à travailler comme nous, comme une marketplace. Alors, vu qu'on est sur un podcast belge, on va traduire directement ESN, qui est un terme français. Je Vas-y. veux dire, ESN, c'est entreprise, société, Entreprise de numérique. services du numérique. C'est ça, voilà. Donc en Belgique, on va plutôt dire que ça va être les cabinets de conseil, les sociétés, on va dire, de recrutement plus classiques. D'accord. Le terme ESN étant quelque chose qui est plus français. Ouais. Mais elles font le même métier. Donc ça, Ouais. là-dessus, c'est exactement pareil, quoi. Voilà, donc en fait, je pense qu'il y a une histoire de positionnement, tu Ouais. vois, et on a eu la chance de faire un pas de côté par rapport justement à tous ces acteurs du conseil. Mhm. Et puis après, je pense que c'est des choix stratégiques au départ, de Ouais. se dire on va travailler plutôt avec des grands comptes, avec un positionnement de profil très senior, au moins 15 ans d'expérience, un rate du coup assez élevé par rapport à justement aux acteurs traditionnels du conseil. Mhm. Et puis si je devais donner un troisième élément, je dirais c'est la qualité de l'exécution. Donc ça, c'est des gens comme toi, Max, les personnes qui composent Ouais. la société. Ouais. Et je pense que c'est un énorme élément différenciant, notamment par rapport, si tu veux, aux autres plateformes spécialisées dans l'IT comme nous, que je ne nommerai pas, mais qui ont démarré à peu près en même temps que nous, voire 1 ou 2 ans avant nous. Mhm.
et sur lesquels on a pris vraiment de l'avance maintenant. Ouais. Et il y a 9 ans, tu vois, on t'a lancé le hibou sur un axe très précis qui était le freelancing, très clairement. Il y a 9 ans, est-ce que c'était aussi évident qu'aujourd'hui que les gens allaient être autant freelance et qu'on allait faire appel autant freelance? Ou est-ce qu'il y a 9 ans, tu vois, tu étais un peu précurseur en te disant, je fais le pari que dans 9 ans, on sera leader de ce marché parce qu'on va le prendre avant tout le monde. Tu vois, j'ai l'impression que le freelancing, il a vraiment explosé dans les 5-6 dernières années. En Belgique, on voit souvent une augmentation sur les derniers chiffres de plus de 25% de freelance sur les 3-4 dernières années. Un statut qui séduit énormément. Ouais. Il y a 10 ans, c'était le début quand même. Bah, c'est complètement ça. Ouais. C'est souvent une histoire d'intuition, le fait de créer une boîte. Ouais. Et l'intuition, après, elle se transforme en vision et en projet, en fait. Hein, c'est ça, concrètement. Et moi, j'avais l'intuition que le freelancing allait accélérer. Il n'était pas à zéro, mais on était quand même un peu plus aux prémices de ce mouvement. Et je te rejoins complètement. Depuis 5 ans, 6 ans, c'est exactement ça. Ça a vraiment accéléré. Il y a évidemment une part de chance là-dedans, tu vois, dans tous les business que tu montes. Ouais. Tu vois, il faut avoir la bonne étoile qui fait que tu pars sur le bon business. Mais j'avais pas anticipé en tout cas que ce serait une vague aussi grosse au moment où j'ai créé le hibou. Ouais, ok. J'ai des clients, moi, pour ma petite expérience là depuis 1 an, forcément, en découvrant plein de clients. J'ai des clients qui sont très pro-freelance. Ouais. J'ai des clients qui ont encore de la réticence, tu vois. Et si tu veux, je voulais repasser avec toi les quelques réticences que j'avais et t'expliquer les réponses que j'ai apportées. Je trouve intéressant de me voir aussi ton point de vue là-dessus. Okay. La première question qu'on me posait, c'est de dire parfois, je ne prends pas un freelance, ça va me coûter trop cher, tu vois. Et en fait, quand tu regardes spécifiquement les chiffres, si tu regardes au mensuel, on va dire oui, effectivement, le montant va être plus haut. Mais le freelance, c'est un expert auquel on va faire appel sur une matière bien précise, sur une temporalité aussi plutôt définie. Et donc, c'est la raison pour laquelle on fait appel on paye cette expertise-là. Mais quand on regarde tout charge comprise que va coûter réellement un employé et finalement face à un freelance, parfois on a une image qui est un peu disproportionnée, tu vois. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi à mes clients, que finalement, oui, ça peut sembler être un montant un peu plus haut, mais on fait appel à une vraie expertise de marché qu'on va avoir du mal à trouver et que cette expertise-là, elle se rémunère, mais parfois sur une durée peut-être qui est plus définie. Ouais, mais je pense que la réponse que tu apportes est la bonne. La première chose, c'est qu'effectivement, parfois les gens oublient qu'il y a le salaire, il y a les charges, et ensuite il y a la marge de la société de conseil, qui est souvent plus importante que celle d'une plateforme. Puisque en moyenne, les sociétés de conseil font plutôt, en tout cas en France, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais environ 30% de marge sur le prix du salaire chargé, tu vois. C'est la même chose à peu près en Belgique? On en discutait encore hier avec d'autres personnes du secteur Belgique. On était parfois à des 40% même, donc ça peut aller très haut. Voilà. Donc ça fait monter le daily rate immédiatement en fait, alors que nous en fait on part du montant rétribué au freelance et puis en fait on ajoute notre commission qui est plus faible. Donc première chose, c'est qu'effectivement il n'y a pas une énorme différence. Et le deuxième élément de réponse pour moi, c'est qu'on ne parle pas forcément des mêmes personnes. On est plutôt sur des jeunes quand on travaille avec des sociétés de services ou de conseil, alors que nous, on va effectivement proposer des experts ou des gens qui ont des aptitudes en management. Et on aura bien toujours la même chose. Est-ce qu'il vaut mieux un bon développeur à 700 € au jour ou un jeune développeur à 450 € au jour? Et nous-mêmes qui avons l'expérience de ça, parce qu'on a notre propre plateforme, on a bien vu qu'il valait mieux payer des gens plus compétents, plus expérimentés sur les métiers de l'IT. Alors, pas sur tout. Ça s'entend très bien sur des métiers plus répétitifs, etc., d'avoir des personnes moins expérimentées. Mais sinon, globalement, en fait, ce qui fait la différence, c'est ça. Ça a été un axe qui a été pris très tôt chez les hiboux d'apporter un accompagnement premium, tant sur la qualité des services, mais que des profils. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais positionné vraiment sur du junior médior, on va dire. Même, on a toujours été sur des profils très quali, avec grosse expérience, parfois même technologie de niche. C'est un pari que tu as pris très tôt et il y avait une raison pour ça, que tu as voulu te positionner là-dessus. Ouais, en fait, si tu veux, j'ai toujours eu à cœur de me dire comment est-ce qu'on peut être dans un océan bleu. C'est une expression issue d'un livre en stratégie. Tu vois, ne pas être dans l'océan rouge, c'est là où il y a tous les concurrents. Et se mettre dans un océan bleu, c'est rester dans la même industrie, mais par contre faire un pas de côté pour avoir justement des éléments différenciants.
Je te parlais du modèle de marketplace avec les notations des freelances. Il y a évidemment aussi l'idée de se dire le gros du marché en fait est plutôt sur du 0-10 ans d'expérience Ouais. ou sur des centres de services, formalisme un peu différent de ce qu'on fait. Et donc l'idée c'était de se dire sur quel segment de marché est-ce on va avoir moins de concurrents et on va être le plus pertinent. Et typiquement chez les freelances, on aurait pu, comme certains de nos concurrents, être sur des juniors qui sont freelance, ce qu'on voit dans le métier du dev notamment. Mais j'avais vraiment à cœur qu'on accompagne ce mouvement sociétal des personnes qui ont travaillé 10-15 ans en entreprise, qui l'ont quitté pour devenir freelance, et que nous, on soit le réceptacle en fait, de cette communauté de gens très experts. Ouais. Et alors, autre chose, un point, je trouve que dans notre positionnement qui a plutôt bien fonctionné pour moi aussi en Belgique, c'est que je suis tombé aussi sur des sociétés qui, c'est un fait, délocalisent énormément. Ouais. L'Inde, le Portugal, pays de l'Est, où ils créent des équipes de développeurs, des équipes IT. Il y a des talents là-bas, évidemment. Je pense qu'il y a des avantages aussi au niveau salarial et autres. Ouais. Mais l'avantage aussi que j'ai remarqué avec le Hibou en apportant cet accompagnement premium et de profils très qualifiés, c'est que généralement, ce sont des profils qui, eux, ne sont pas délocalisés, qu'on a besoin en interne, sur site, dans le QG, en Belgique, à Bruxelles, à Paris, etc. Et donc, ça nous a permis aussi, à ce niveau-là, de faire une différence et de pas subir en fait la crise que peuvent subir d'autres en étant sur des profils facilement délocalisables. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça faisait aussi partie du cahier des charges. Puisque évidemment, dans mon expérience passée, j'ai pu observer les mouvements vers le nearshore et le offshore. Et donc l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on construit une offre qui nous mette à l'abri finalement de ces problématiques. Tu vois, ce que j'observe, c'est que c'est en fait, c'est un peu en dents de scie. Dès que les entreprises, les grands groupes ont un peu plus de difficultés, ils tirent la sonnette d'alarme en disant il faut baisser les coûts et donc ils s'orientent vers du offshore, du nearshore. Et puis après, dès que les métiers en fait sont mécontents du niveau de service, ils se disent on va rapatrier. Et je n'ai eu de cesse en 20 ans de voir, tu vois, ce mouvement. Là, c'est un peu plus dur. On a à nouveau des clients qui nous disent on va nearshoriser ou offshoriser. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est très à l'abri de ça. On a très peu d'impact par rapport à ça. D'abord parce que la croissance de la société continue, quoi, malgré la crise et les délocalisations. Exactement. Et souvent, quand même, c'est aussi des formats de contrats en nearshore ou offshore de centres de services, de tierces maintenance applicative, qui justifient en fait de confier la totalité d'un périmètre à un acteur. Mais voilà, on ne subit pas ça justement parce que j'ai toujours eu à cœur qu'on soit soit sur des fonctions d'expertise ou de management, comme je disais, ou alors proche des métiers. Et quand tu es proche des métiers, quand tu es proche de la direction financière, de la DRH, des patrons d'usine, etc., que tu parles avec ces gens-là, leur problématique, c'est pas d'avoir quelqu'un qui est en Inde, mais c'est d'avoir quelqu'un qui comprenne en fait leurs enjeux métiers. Et voilà. Ok, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, partage le même point de vue. Absolument, mais pour moi, c'est un vrai axe d'attaque en fait. Quand je dois proposer le hibou, justement, expliquer encore on est différent, ils vont me dire oui, mais non, mais on a délocalisé nos équipes en Inde, nos développeurs sont là-bas. Je dis non, mais justement, c'est très bien. Je vais jamais à contre-courant, justement. Je dis c'est très bien. Bien sûr. Vous y trouvez sans doute un avantage là-dessus. Par contre, maintenant, si on parle maintenant de compétences très niches, d'expertise, de niveau de management très précis, expérimenté. Cette fois-ci, j'imagine que ces ressources-là sont en Belgique. Ah bah oui. Ces ressources-là sont en Belgique. Et elles font le lien avec ces équipes à l'étranger. Je dis, c'est justement sur cette expertise-là, ce niveau d'expérience qu'on peut vraiment vous accompagner. Et là, ça change tout. Tout le discours est changé. Il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps qui dit que de 2024, 80% des entreprises ont du mal à trouver des profils, particulièrement dans l'IT, au niveau data, engineering, technique. Pourquoi les entreprises ont tant de mal à elles-mêmes sourcer, recruter, trouver les bons talents? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le hibou, en fait, est la solution à laquelle on fait appel pour y arriver et qu'une entreprise, aujourd'hui, elle galère? En fait, si on prend le problème de façon un peu macro, je pense que l'origine du problème, il est très, très, très en amont au niveau des cursus de formation. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'en France, il manque 20 000 développeurs. Aujourd'hui, c'est peut-être 100 000 d'ailleurs. On pensait qu'il y a 10 ans qu'avec l'IA, on n'aurait plus besoin de développeurs. Et puis en fait, on en parlera peut-être après. Mais l'IA a changé beaucoup de choses, mais on a toujours besoin d'autant de développeurs. Et dans la cyber, on est sur un marché ultra pénurique, etc. Moi, je crois que l'origine du problème, il est très en amont sur les cursus de formation. Parce qu'aujourd'hui, les métiers du numérique ne sont pas assez mis en avant au lycée.
Ouais. Et en fait, c'est dès la seconde, la première, la terminale, on oriente les gens vers des filières plus classiques, école de commerce, ingénieur, etc. Sans forcément leur donner la big picture, en fait, Ouais. tu vois, de ce marché pénurique. Et du coup, tu te retrouves après avec des organisations qui ont du mal à staffer. Ouais. Ça vient essentiellement de là. Il y a des initiatives en France, tu vois, il y a l'école 42 qui a été montée par Xavier Niel, qui est un Ouais. vrai succès. Ouais. Je ne sais pas si en Belgique d'ailleurs, Il y a vous des avez... initiatives, effectivement, des écoles de développeurs. Il y a le Wagon, il y a Molen Geek qui essaie justement auprès des jeunes de former de plus en plus de personnes techniques. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que en fait, les gens manquaient de formation. Il n'y avait pas vraiment de solide cursus de développement. Il y a beaucoup d'autodidactes, des gens qui arrivaient à Ouais. se développer par eux-mêmes. Maintenant, il y a des écoles vraiment d'ingénieurs, de développeurs qui accélèrent aussi sur ce niveau-là, quoi. Et ça séduit beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes sont très séduits aussi par ça. Peut-être qu'avant, il y avait peut-être moins d'appétence à ça, c'était moins sexy. Ouais. Aujourd'hui, avec la technologie qui est partout, l'avènement de l'IA, etc., les jeunes sont vraiment intéressés par ça aussi. Exactement. Et aujourd'hui, donc on parle de toutes ces entreprises auxquelles on a accompagné sur la France, puis ça nous a amené à un développement international. Je voulais juste revenir un petit peu sur aujourd'hui la typologie des clients, justement parce qu'on disait les clients, les entreprises ont du mal à sourcer. Aujourd'hui, c'est quoi la typologie de ces clients-là? C'est quelle taille? C'est quel type de client? Et pourquoi ils ont tant de besoins de ressources? En fait, je pense que toutes les entreprises accélèrent leur transformation digitale. Mmh. Les grands groupes, les ETI, les PME, elles ont toutes intégré le fait que ça allait leur conférer un avantage concurrentiel et des gains de productivité. Donc le digital, en fait, a pris une ampleur énorme. Et donc, elles ont toutes, chacun à leur niveau, des difficultés de staffing. Pas les mêmes, parce que les grands groupes ont des panels de fournisseurs référencés, tandis que les PME travaillent un peu plus à façon avec les acteurs qu'elles ont identifiés. Mais en fait, on retrouve les mêmes problématiques partout. Les PME, c'est aussi chez Luibou un client qui peut faire appel justement à de la consultance en freelance, ou est-ce qu'on se dit que la freelance, c'est un peu chasse gardée des grosses structures? Non, ça peut tout à fait toucher les PME ou les ETI. Ce qui est sûr que les ETI, qui sont donc les entreprises les plus importantes avant de devenir des grands groupes, ont plus de surface et de moyens pour vraiment faire intervenir des freelances sur des durées qui sont longues, mais notamment sur les métiers qu'on a développés dans le hibou exécutif, comme tu le sais, Ouais. management de transition, direction de programme, direction de projet, etc. Ouais. On retrouve des freelances, en fait, quelle que soit l'organisation. Ok, donc ça parle à tout le monde finalement, on peut Ouais. aider tout type d'entreprise. Ouais. Ok. Quand on parle des clients, chez le hibou, il y a quelque chose qui ressort très fort et c'est quelque chose qui est un peu dans notre ADN et que j'essaye d'appliquer aussi sur la Belgique, c'est la proximité avec les clients. Ouais. C'est de vraiment faire la différence. Et on en discutait encore hier. Je te disais, c'est un métier tellement humain qu'il faut vraiment, vraiment être proche de ses clients, vraiment les appeler, faire du suivi, etc. Et pour ça, le hibou a une stratégie qui a été très forte. Ça a été d'ouvrir des bureaux en région, en France, Ouais. lors de son développement. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait de cette manière-là. Il y en a beaucoup qui opèrent avec un siège central et puis ils attaquent, on va dire, toute la France. Et ça nous amènera après, justement, on viendra à l'international. Mais pourquoi, toi, tu avais opté pour cette stratégie d'ouvrir des bureaux un petit peu de manière régionale en France? Et qu'est-ce que ça a changé? Alors, la première chose, c'est que quand tu développes une entreprise, tu le sais, tu as été entrepreneur et tu es aujourd'hui intrapreneur, Maxime. Tu cherches toujours des relais de croissance. Ouais. Il ne faut pas les chercher trop vite. Mais malgré tout, tu es toujours dans l'anticipation, en fait, d'une croissance qui, tout d'un coup, deviendrait de plus en plus faible. Et nous, on a toujours été en forte croissance, entre 50 et 100% de croissance depuis la création. Et donc, ça faisait partie de la stratégie de se dire, si un jour on commence à caler en Île-de-France, est-ce qu'on n'irait pas en région? On l'a fait finalement assez tôt, Ouais. à l'initiative de quelqu'un qui s'appelle Benjamin Lebailly, qui nous a rejoint il y a un peu plus de 5 ans, et qui avait cette volonté, en fait, de développer le hibou en mode intrapreneurial, exactement comme toi. Et il l'a fait vraiment avec brio, puisqu'il a ouvert plusieurs villes, ça a été séquencé, etc. Et l'idée, c'était d'une part d'avoir une proximité avec nos clients, et d'autre part de fédérer des communautés de freelance en local. Ouais. Parce que c'est bête, mais quand tu es à Toulouse, tu fais un after-work avec des freelances dans les bureaux de Le Hibou à Toulouse, Ça change tout. ils se disent « Ok, on appartient à une communauté, etc. » Et les équipes région chez Le Hibou excellent là-dedans. Et vraiment, elles ont réussi à créer une grande proximité avec leurs clients, avec leurs freelances. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le succès de cette organisation. Ok. Donc, les bureaux en France. Ouais. Et puis, il y a un an,
vous êtes dit il serait temps pour le hibou d'aller à l'international. Ouais. Mais je dis ça il y a un an parce qu'on a ouvert les bureaux, mais j'imagine que la réflexion, elle a eu quand? Est-ce que quand tu as démarré le hibou il y a 9 ans, tu avais déjà cette envie de dire ce sera une société que je veux internationale? Ouais. Ou est-ce que finalement tu t'es dit, bon, en France, on a atteint quand même un très chouette statut, il y a encore du travail évidemment, mais on est connu, on a fait un modèle qui fonctionne. Et finalement, je sais pas, il y a 4-5 ans, tu t'es dit, bah, dans quelques années, il sera temps d'aller international. On n'en a jamais parlé, mais comment c'est né cette réflexion? À quel moment elle est arrivée, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Écoute, ce qui est sûr, c'est qu'à titre personnel, j'avais super envie d'avoir une expérience à l'international. Tout simplement parce que dans mes boîtes précédentes, on était franco-français. Ok. Donc c'était un truc qui me plaisait par curiosité intellectuelle, envie de voyager, de découvrir d'autres cultures, etc. J'ai toujours beaucoup voyagé dans ma vie perso. Donc l'idée, elle était là depuis le day one, ça c'est sûr. Ok. Après, ce qui est venu contrebalancer ça, c'est que, tu vois, on va avoir 9 ans, on aura attendu finalement presque 8 ans pour lancer l'international. J'ai vu énormément de copains qui ont des boîtes et qui se sont plantés à l'international. Qui se lance après 2 ou 3 ans en mode Ouais, scale-up, rien de stabilisé, mais on accélère. exactement. Voilà, c'est Exactement. Ouais, c'est vrai. Bon, bah voilà. Des erreurs, effectivement, de mon passé d'entrepreneur, ça a été je pense, d'avoir été trop vite parce que, bon, on est très souvent amoureux de sa solution. On se dit, bon, on n'a pas le temps, il y a la peur de la concurrence, de vouloir verrouiller des marchés. Mais en fait, ce que j'ai apprécié, l'une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint aussi le hibou, c'était qu'il y avait une stratégie qui était stable et saine. Ça veut dire qu'on ouvre des bureaux, on stabilise, on ouvre, on agrandit, on stabilise. Et on fonctionne vraiment par solidification, en fait, avant d'aller à l'étape suivante. C'est ça que j'ai apprécié, c'est pour ça que j'ai rejoint le projet aussi. Ouais. En me disant, ils font quelque chose d'intelligent. Et j'ai vu aussi des use cases aux États-Unis ou partout de boîtes qui ont été David contre Goliath et qui ont réussi à battre des mastodontes simplement par cette stratégie de solidification et face à des entreprises qui élevaient des millions, je sais, on en reparlera peut-être aussi, et qui ouvraient 10 pays en même temps et qui se sont complètement cassés la figure. Ouais. Ben ouais, c'est ça en fait, tu vois. T'es un peu grisé par la croissance. Tu as toujours cette optique de te dire, tiens, des nouveaux marchés, Ouais. c'est embarquer de la croissance. Et en fait, l'international, c'est comme le rachat de boîte. C'est un truc qui est casse-gueule. Mhm. Et Ça a je été un gros pense débat que, chez non, vous? ça n'a jamais été un débat. Ça n'a jamais été un débat Est-ce parce qu'on prend un que risque, est-ce que c'est un trop gros risque? Est-ce que c'est le bon moment? Tu vois? non, je pense qu'on a toujours été alignés par rapport à ça. Moi, j'avais annoncé la couleur. On a eu des concurrents, hein, des plateformes qui sont parties à l'étranger, au UK, Ouais. qui 2 ans après ont fermé avec pertes et fracas. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc, moi, j'avais l'esprit clair par rapport à ça. Je voulais vraiment que les fondations soient solides, tu vois, à la fois en termes de clientèle, pour essayer de partager nos clients qui sont des entreprises multinationales, mais surtout en termes de structuration, etc., pour que quand on ouvre des pays, on soit capable de proposer des outils, qu'on ait des bonnes pratiques en termes RH, etc. Donc, c'était vraiment l'envie d'avoir des fondations solides, se dire, OK, là maintenant, je pense qu'on est capable d'y aller. Et tu vois qu'on y va de façon séquencée, puisque en fait, Belgique, Canada, uniquement pour le moment. Ouais. Ça nous vient à la question, mais pourquoi ces marchés-là, en fait? C'est-à-dire que tu veux ouvrir l'international, il y a des beaux marchés. Il y a des marchés, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne. Bon, avec le Brexit, c'est peut-être un peu plus compliqué. Les US, les pays, tu peux avoir l'Espagne, enfin, tu peux avoir énormément de pays, même des pays où il y a énormément justement d'IT développeurs. On en parlait hier, le Portugal, qui reste un marché très attractif, où il y a beaucoup de talents. Pourquoi la Belgique et pourquoi le Canada? Comment vous avez fait votre choix? C'est pas un sujet facile, hein? Alors, on a fait une petite étude de marché pendant quelques mois. Donc, on s'est quand même posé pour analyser les chiffres, la taille du marché, la dynamique du marché, etc. Puisque chaque pays, en fait, a vraiment sa propre culture. On voit bien qu'en France, le freelancing, on était très en retard il y a 10 ans. Et on est en train de rattraper notre retard au niveau européen. Il faut savoir que 25% des consultants dans l'IT en Europe sont des indépendants. C'est énorme. Énorme. Et en France, on était plutôt à 10% à peine il y a une dizaine d'années. Ce qui a bien évolué. Ce qui a carrément bien évolué, exactement, ouais. Mais les raisons, c'est principalement que la Belgique et le Benelux au sens large étaient de très loin ma cible préférée, parce que je savais que la culture du freelancing était déjà bien établie. Tout à fait. Et puis le deuxième élément, c'est que c'est un pays qui est pas loin et qui est francophone. Tous ces éléments-là étaient de nature à se dire, on va démarrer par là. Accessoirement, entre nous, la plateforme n'était pas multilingue. Tout à fait. Donc c'était mon combat. voilà. Elle y est, hein, elle est en anglais maintenant. C'est très très bien.
Tu vois, donc en fait, on avait aussi nos propres contraintes techniques. Donc, de toute évidence, le Benelux pour moi était la bonne zone avec probablement aussi la Suisse, qui est un pays Ouais, qui est pas loin. c'est vrai qu'on en a pas mal discuté. C'est dans les plans. Ça, c'est un vrai viseur, la Suisse. Mais juste pour finir sur la Belgique, Ouais. Max, l'autre élément aussi, c'est une histoire de rencontre. Oui. Et tu as fait partie carrément de l'équation. Ah. Non, mais c'est vrai. Parce que souvent, les opportunités, c'est des histoires de rencontres. Tu vois, on est parti au Canada avec une démarche peut-être un peu plus opportuniste, parce que Nicolas, collaborateur, le hibou, était volontaire pour aller au Canada. Donc, on s'est posé la question. Donc, il y a souvent une histoire de rencontres ou de people derrière tout ça. Mais il y a aussi toi qui as joué dans la balance, où on s'est dit que ton profil entrepreneur, intrapreneur, etc., était le bon. Parce qu'on sait que c'est hyper challenging d'ouvrir un pays seul. Ouais. On l'a expérimenté même en région, tu vois, parce qu'en fait, c'est pas la même chose que d'être au siège. Donc, il faut des gens costauds, solides et des merdards proactifs. Donc, il y a aussi ça qui a joué. Ouais, c'est ça, mais ça rencontre la culture très entrepreneuriale de l'Hibou, en fait. C'est-à-dire que, bon, toi, tu es un entrepreneur, mais j'ai l'impression quand même que... Bon, alors moi, j'ai rejoint l'aventure pour ça. C'est parce que je venais d'une aventure entrepreneuriale et Ouais. on m'a dit chez le Hibou, reste entrepreneur. Viens, rejoins-nous, voilà les clés de la Belgique, reste entrepreneur, fais ce que tu sais faire. Et ça, j'ai adoré. Mais j'ai l'impression que c'est dans la génétique de l'Hibou depuis le début, d'avoir des gens très entrepreneuriales. Et aujourd'hui, moi, ce que je remarque aussi qui est très fort, c'est la culture d'entreprise chez l'Hibou. Les recrutements qui sont très bons, etc. Évidemment, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure du temps. Ouais. Mais c'est quelque chose que tu as toujours... Enfin, c'est un message que tu as toujours fait passer, ça, d'être entrepreneur, d'être audacieux. On prend le Canada, tu dis c'est un coup, c'est un test, c'est un coup de poker, entre guillemets, de dire Ouais. on a une opportunité, on va aller la voir. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui prendraient ce genre de risque ou qui vont voir ça comme dire on va pas dépenser de l'argent. Ouais. Je pense que toi, tu parles jamais en termes de dépenses, tu parles en termes d'investissement, ce qui change tout. Ouais, exactement. Alors, ça peut avoir ses limites, hein, tu vois. Bien sûr. C'est le côté un peu fougueux de Ouais. l'entrepreneur. Ouais. C'est que parfois, on va trop vite. Mais comme dit le dicton anglais, fail fast. Ouais. Quand ça marche pas, il faut savoir s'arrêter et se dire, bah, c'est pas grave, on a essayé et on va pas tergiverser sur nos échecs. On en a globalement assez peu par rapport à nos réussites. C'est sans commune mesure. Mais effectivement, je pense que c'est ce côté audacieux. Et je crois beaucoup, comme je disais, aux rencontres. Tu vois, parfois tu fais des rencontres et puis t'as pas prévu de recruter quelqu'un. Il passe sur ton chemin et tu dis on va construire une histoire et tu lui crées un poste sur mesure. Moi, j'adore cette façon de procéder. Ouais. Évidemment, on a des jobs qui sont ouverts, on poste des job desks, etc. Mais le mieux, c'est quand même de rencontrer des gens et de te dire ok, rentre dans l'aventure, monte dans le train, on va te faire une place parce qu'on a envie de bosser ensemble. Ouais. Il y a C'est beaucoup de passé ça. avec Nico, notamment, qui était à Exactement. Paris, qui a dit j'ai envie d'aller faire une aventure au Canada. On se dit on y va, quoi. Vas-y, On ouais. est avec toi. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, la Belgique, le Canada, la France, on en parlait tout à l'heure, la Suisse, de nouveau, étude de marché, c'est un marché que tu penses intéressant. Je pense que, aussi linguistiquement parlant, peut-être plus compliqué, même si en Belgique, on a 3 langues, évidemment, et ça a été un autre challenge aussi sur la Belgique, c'était de comprendre que, évidemment, on avait le package de la France à apporter sur la Belgique en termes de méthode de travail, de références et autres, mais il y avait quand même encore beaucoup de choses à construire, haute culture, linguistiquement parlant différent, etc. La Suisse, ça va être pareil. Ça va être aussi un challenge à ce niveau-là. Ouais, c'est certain. La prochaine étape, si tu veux, c'est d'une part je pense, consolider notre position au Benelux, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que ton équipe grossisse et puis que tu puisses développer une activité vraiment à l'échelle du Benelux. Et je suis hyper confiant en fait sur l'avenir, comme je te le disais hier. Et après, ça va être certainement d'ouvrir d'autres pays, plus ou moins simultanément. Je pense à la Suisse, mais on a une réflexion sur potentiellement l'Allemagne, peut-être l'Espagne. L'Allemagne avec qui on travaille finalement déjà, avec Airbus notamment. Tout à fait, et donc voilà, on va se poser et réfléchir à la stratégie pour s'étendre un peu plus à l'international, mais toujours de façon séquencée et réfléchie. Ouais, tout à fait. Finalement, l'avenir de l'UIBO et le développement, on le voit plus par un développement en croissance géographique plutôt que métier. J'entends par là que l'UIBO n'a pas l'intention de demain proposer un tout autre style de métier comme le font justement d'autres cabinets de conseil ou autres. C'est de nous de rester focalisés sur ce qu'on fait de mieux, 100% IT, 100% freelance, mais de développer plutôt par une croissance géographique. Je te pose la question parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui se disent bon ben voilà, maintenant on est leader sur un marché, on va dire, je sais pas, la cybersécurité.
Demain, nos clients ont besoin aussi d'un tuto de métier, des graphistes par exemple. On va ouvrir une nouvelle branche, on va proposer des graphistes. Et puis, on va proposer des photographes. Et puis, on va proposer, etc. Et en fait, ils agrandissent un petit peu, ils font croître la société et leur chiffre d'affaires plutôt par, on va dire, en ouvrant des nouveaux métiers, des nouveaux services. Chez nous, le hibou, j'ai l'impression qu'on va rester focalisé sur ce qu'on sait faire, être les meilleurs sur le freelance IT, mais plutôt grandir de manière géographique, en faisant toujours notre cœur de métier. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que tu as en tête aussi de pouvoir un jour étendre les services proposés par le hibou? Alors, c'est vrai dans le sens où, d'une part, c'est ce qui a fait notre succès, notamment par rapport à Malte, qui est une grande plateforme généraliste en Europe. Ouais. Donc, on va évidemment rester avec ce fil directeur qui est la transformation digitale de manière générale. Après, ce qui change quand même aujourd'hui chez le hibou, c'est l'arrivée de le hibou exécutive. Ouais. En fait, on va se positionner plus quand même sur les métiers du conseil, plus proche des métiers, plus proche des directions métiers. Et là, on ne s'interdit pas d'élargir un peu le spectre, parce que finalement, on discute avec un CFO, un directeur financier, et puis on va parler outils de consolidation budgétaire, on va parler outils de prévision budgétaire, etc. Et on a toujours cette notion d'outils numériques, mais avec des approches qui sont plus proches du métier et qui vont nous permettre d'élargir un peu le spectre. Mais en tout cas, on ne sera jamais une plateforme généraliste. On va, comme tu disais, pas aller sur les métiers du graphisme, etc. C'est pas du tout notre vocation. Ouais. On veut rester vraiment focus sur ce qui fait notre succès et effectivement se développer à l'étranger. Mais pas que à l'étranger, c'est-à-dire qu'en France, on a beau être passé de 0 à 110 millions de chiffre d'affaires en 9 ans. En fait, en réalité, on est encore un nain par rapport à ce qu'on peut faire. Le terrain de jeu est encore extrêmement profond. On ne bosse pas avec tous les grands groupes du CAC 40. Ouais. On a un très gros marché de TI avec lequel on travaille pas. Donc, on n'a pas de raison de s'éparpiller et voilà, on veut vraiment rester très clair par rapport à la stratégie. Tu parlais de Malte, je fais un rapide retour là-dessus parce que Malte est présent aussi en Belgique, Bien sûr. qui est généraliste. Mais à la grande différence avec le hibou, et ça c'est quelque chose qu'on me pose souvent comme question, c'est en me disant, les freelances me disent, est-ce que vous prélevez quelque chose du côté des freelances, en fait, en termes de fee ou de markup? Ouais. Et le hibou a décidé très vite et très tôt de ne pas prendre de markup du côté des freelances, en fait. Souvent, j'ai un étonnement positif, je dis « Ah, c'est génial, vous êtes une plateforme, mais en fait, vous êtes à fond côté freelance, vous nous aidez vraiment et il n'y a pas de markup. » Pourquoi tu as fait ce choix-là? Parce qu'en fait, tu pourrais très clairement, demain, augmenter ton chiffre d'affaires en prenant un markup du côté des freelances. Est-ce que c'est le bon calcul? Il y a bien une raison derrière pour laquelle tu as décidé de prendre ce parti. En fait, c'est une question de transparence. Parce que le client, il ne sait pas forcément que certaines plateformes prennent une commission aussi côté freelance. Donc la plateforme va dire, ouais, je vais prendre 10%, mais si elle prend aussi une autre commission, en fait, elle s'additionne. C'est une question de transparence parce que si tu veux, de toute évidence, le consultant qui s'inscrit sur une plateforme qui prend une commission qui lui est prélevée, potentiellement, il va augmenter son daily rate en se disant, à la fin, moi, je veux toucher tant, et donc je fais mes petits calculs. Donc en fait, tout ça, c'est une question de transparence vis-à-vis du marché, vis-à-vis de nos clients. Et puis comme tu le disais, c'est aussi un argument vis-à-vis des freelances. Ouais, c'est un argument vis-à-vis des freelances et des clients. Donc, moi, c'est-à-dire que parfois, j'ai cette transparence-là aussi vis-à-vis des clients, parce qu'ils me demandent, mais vous coûtez combien finalement votre service, etc. Je dis, on a un fonctionnement effectivement de markup pour nos clients, forcément qui vont rémunérer notre service. Ouais. Et par contre, je leur dis très clairement aussi, et c'est très apprécié, on a fait le choix aussi de ne pas prélever de markup du côté de nos freelances pour une raison assez simple, c'est qu'on veut vous présenter les meilleurs freelances et on veut qu'ils soient chez nous. Et en fait, même quand on me dit le hibou pourrait être plus cher, par exemple, je dis non, le hibou aura parfois un tarif plus haut. Pourquoi? Parce qu'on a des expertises plus importantes, mais on a aussi des freelances plus qualifiés. Et les meilleurs sont chez le hibou parce que justement, on arrive à fédérer cette communauté et à leur proposer les meilleurs avantages. Et c'est ce qui va faire notre différence par rapport à un concurrent aussi. Complètement. Je ne vais pas te contredire, Max. Donc ça, c'était par rapport à Malte. Mais aussi, je remarque quelque chose, c'est que quand je me suis préparé chez le hibou pour attaquer le marché belge, j'ai remarqué qu'en France, il y avait quand même une grande dynamique concurrentielle au niveau plateforme. Ouais. Pour en citer quelques-uns, Comet, Crème de la Crème, Malte, etc. Que je ne retrouve pas en Belgique, honnêtement. En Belgique, beaucoup moins. Il est comment d'ailleurs le marché belge par rapport aux plateformes, si tu peux nous en parler un peu? Alors, sur les plateformes, on a évidemment Malte qui a évangélisé, qui est très bien. Moi, je trouve toujours très sain d'avoir des concurrents qui évangélisent le marché, parce que quand on arrive
j'adore qu'on me cite un concurrent en fait, de plateforme de type Malte qui, je pense, fait très bien son travail sur beaucoup de métiers. Quand un client me dit « Ah oui, il fonctionnait comme Malte », je dis « C'est très bien. Vous voyez Malte ? Eh bien, on est ultra spécialisé dans le freelance IT, on a un service de plateforme et je cite les différences. Mais effectivement, je dis, eux, ils sont très bien en tant que généralistes. Nous, on sera très, très bien pour vous aider sur vos profils IT. Ouais. Mais en dehors de Malte, sur le marché belge, je trouve qu'on n'est pas assez audacieux, que les plateformes, peut-être qu'il y a eu des déceptions aussi. Beaucoup de plateformes, je pense qu'il y a quelques années, les plateformes ont explosé. D'accord. De services. J'en avais moi-même une sur l'axe photo-vidéo. Ouais. Et c'était le grand modèle, c'était la grande mode des marketplaces, en fait, il y a 5-6 ans. Combien ont tenu ? Pas énormément. Les meilleurs ont tenu, les plus solides, celles qui ont pu adresser la bonne expertise avec le bon business model. Alors en Belgique, je trouve que c'est encore très pauvre et c'est pour ça que j'ai pris ce challenge aussi chez Le Hibou en me disant, il y a quelque chose de différent, je vais apporter ça. Mais toi, sur le marché français, c'est quand même beaucoup plus important. Pourtant, on en discute souvent, des plateformes qui se sont lancées avant toi ou qui ont eu une croissance, mais aujourd'hui, Le Hibou dépasse quasiment, accélère de manière plus significative que toutes ces autres plateformes. Comment tu as fait ? Pourquoi notre plateforme plus que les autres est-ce qu'on arrive à générer cette croissance et à faire la différence ? C'est un peu le débat qu'on avait tout à l'heure, si tu veux, mais tu as raison de le souligner parce que les acteurs que tu as mentionnés, globalement, font à peu près 35-40 millions de chiffre d'affaires, donc à peu près un tiers de notre taille, alors qu'on a démarré au même moment, voire on a démarré plutôt quelques années après eux. Moi, je pense que la principale différence, c'est la stratégie claire depuis le début. On n'a jamais changé de stratégie chez Le Hibou. Tu vois, tous les partis pris, comme je te disais, on démarre avec des grands comptes. En France, on fait que de l'IT. On a un modèle qui est assez peu désintermédié. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que je voulais pas qu'on soit le Amazon du consulting et que tout se passe en ligne. Tu vois, je voulais vraiment qu'on apporte du service à nos clients. Parce que c'est un marché que je connaissais bien et je connaissais le niveau d'attente de nos clients. Et tout ça a fait, en tout cas par rapport à nos concurrents qui ont beaucoup pivoté, ils voulaient travailler au service des entreprises de conseil, ils voulaient faire un modèle d'abonnement, etc. Tu vois, ils ont beaucoup cherché leur voie. Nous, on a été plus vite parce que la vision était claire. Et comme je te le disais, après, c'est beaucoup une histoire d'exécution. Les personnes clés qui sont arrivées il y a 5-6 ans, Benjamin Delarue, Benjamin Le Bailly, tous les gens qui étaient là en fait au bout de 3-4 ans nous ont vraiment aidé à structurer, à créer une culture d'entreprise et à accélérer, quoi. Par rapport à toute cette plateforme, en Belgique, il y a eu aussi, à l'époque où j'avais aussi ma start-up, la folie de levée de fonds. Alors c'est un débat que je sais que tu as déjà beaucoup abordé en podcast, donc je ne voulais pas m'étendre, mais chez Le Hibou, il y a quand même quelque chose qui est assez fort, c'est qu'on croit très fortement à la croissance organique, même si je pense qu'il y a eu une levée de fonds qui a eu lieu, et les investisseurs, mais je n'ai pas l'impression que c'est la folie à l'investissement, à la levée de fonds. Contrairement peut-être à d'autres plateformes qui ont levé plus de fonds et qui n'ont pas eu la croissance qu'on a connue. T'es anti-levée de fonds, ça ne te plaît pas, tu le vois comment, pourquoi tu ne lèves pas aujourd'hui ? On a un marché, on a une entreprise qui est rentable, on développe l'international, pourquoi tu ne lèves pas 100 millions là ? C'est vraiment une bonne question. On peut la retourner dans tous les sens. Moi, j'ai rien contre les levées de fonds. Et on a fait rentrer Ring Capital tout à fait. Il y a 2 ans et demi. Et d'ailleurs, je suis très content de les avoir à côté de nous parce que c'est un vrai sparring partner, tu vois. Ça apporte plus que de l'argent. Exactement. C'est pas que ça un investisseur. Exactement. C'est tout à fait ça. Après, en fait, si tu veux, je trouve que ça dépend vraiment des modèles. Tu as des entreprises qui ont là une vraie nécessité de lever de l'argent, soit parce qu'il faut qu'elles aillent très vite, parce que le marché est très concurrentiel. Donc les Anglais disent « winner takes all ». Et c'est un peu ça. Ça ne fait pas peur. Ça. J'ai l'impression que tu ne te laisses pas tenter à la crainte de dire « on sera trop tard, les autres vont prendre le marché avant nous ». Pas du tout. Qui est souvent une des raisons pour lesquelles on lève des fonds. Non, mais pas du tout, parce qu'on est en B2B et en fait, il y a de la place pour plusieurs acteurs. On serait en B2C, tu vois, on pourrait se poser la question. On le voit dans le domaine du voyage. Il reste Booking, Airbnb, un peu Abritel. Mais tous les autres acteurs, c'est terminé. Les sites de rencontres, il y a quelques grands sites, etc. En B2C, on le voit vraiment. En B2B, c'est pas pareil. Le marché est énorme et on n'a pas forcément besoin de se dire que sur le marché, il n'y aura plus qu'un seul acteur, même si naturellement, il va y avoir un jour ou l'autre des consolidations. Mais tu vois que ce n'est pas encore arrivé en réalité. Et après, le truc aussi, c'est que tu vois, c'est une histoire de culture d'entreprise, c'est que lever des fonds, ça peut un peu dénaturer la culture de la boîte.
Et souvent, ce qu'on a pu observer dans la French Tech depuis 2 ans, c'est qu'il y a plus de la moitié des boîtes quand même qui ont fait des plans sociaux. Donc ça veut dire qu'en fait, elles ont grossi trop vite parce qu'elles avaient levé de l'argent. Ouais. Et puis c'est un retour en arrière, changement de paradigme. Maintenant, on parle de rentabilité, on parle plus uniquement de croissance. Ça a énormément changé. Après, où nous, on a réussi à combiner hyper croissance et rentabilité sans lever de fonds. Finalement, je me dis, il faut qu'on continue comme ça. Tu as aussi des histoires d'indépendance, c'est des choix personnels de garder la majorité du capital, de ne pas être trop dilué. Donc tout ça fait que moi, je suis assez content du chemin qu'on a pris. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y aura pas un fonds qui mettra beaucoup d'argent chez le hibou. Mais... Voilà, c'est pas exclu. Non. Mais aujourd'hui, voilà, la croissance, elle est là. Ouais. Et elle continue même sans injection importante de fonds, quoi. Ouais, ce sera peut-être la prochaine étape, tu vois, dans quelques années, de se dire, on fait rentrer un gros fonds. Et là, on accélère vraiment très fortement à l'international. Ouais. Mais je pense que dans un premier temps, je voudrais le séquencer et qu'on continue de commencer à mettre des pierres à l'international. Et ensuite, on accélérera quand on aura déjà des fondations un peu solides, quoi. Il y a un autre sujet qui peut impacter énormément notre croissance, notre développement et qui a impacté tout le monde, c'est vraiment l'arrivée de l'IA. Ouais. Il y a maintenant, ça va faire 1 an ou 2 qu'on en parle énormément avec ChatGPT qui est sorti, etc. Tu l'as vu comment, toi, cette arrivée-là? Il y a eu à un moment donné une discussion dans les bureaux de l'E-Hibou en disant on fait quoi avec ce truc? Comment est-ce qu'on se positionne sur le marché? Qu'est-ce qu'ils vont faire les concurrents avec ça? Est-ce qu'on va pas prendre du retard? Tu sais, tu as un peu le FOMO, la peur de rater le train, Ouais. comme Nokia a raté le train des smartphones, ou plein de sociétés. Tu as eu un moment où tu t'es dit, bon, là, il faut qu'on en discute. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou ça t'a jamais spécialement fait peur et tu dis, on verra bien et on avisera, on a le talent pour aviser en fonction du marché. Ah si, carrément. Je me suis vraiment posé la question. Là, si tu veux, la première question qui est venue à l'esprit, c'est de me dire, est-ce qu'on n'est pas en risque qu'il y ait un nouvel acteur qui arrive sur le marché et qui rafle tout parce que beaucoup plus innovant que les autres? Un petit malin qui arrive from scratch. Oui. Quand tu vois l'histoire de Google, tu vois, il faut se souvenir que Yahoo avait trusté le marché américain et européen. Et en fait, Google est passé très largement devant, même si Yahoo existe encore. Donc évidemment, je me suis posé la question. Et je suis comme tout le monde. En fait, j'observe que les grands groupes investiguent le sujet de l'IA, mais que ça ne va pas si vite que ça. Ce qu'on veut dire, c'est des paquebots. Nos clients aussi, on a des gros clients. Ils commencent à s'y mettre, mais le changement n'a pas été du jour au lendemain. Ils n'ont pas dit, bon, maintenant, tout le monde ici utilise ChatGPT. C'est réglementé, il faut de la... Et puis, introduire de l'IA dans des process, c'est quelque chose de compliqué aussi, où il y a parfois, dans des banques, on va prendre le secteur bancaire, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus du jour au lendemain. Donc, tu savais que ça allait quand même être une transition qui n'allait pas se faire du jour au lendemain. Ouais, et en fait, je vais te dire, je suis presque surpris de la vitesse à laquelle ça va dans les grands groupes. Pas très rapide. Et la vitesse à laquelle ça va chez le Hibou, où j'en profite pour féliciter Raphaël Perchek, qui est notre CTO, parce qu'on a fait un truc de dingue en l'espace de quelques mois. Mais ce que je crois par rapport à l'IA, si tu veux, c'est que c'est une révolution c'est une révolution numérique qui va être aussi importante qui a été la révolution industrielle. Je pense que ça a été un truc de fou il y a un peu plus d'un siècle pour nos arrière-grands-parents. Donc je suis archi conscient de ce que ça va changer dans la société. À notre échelle, si tu veux, les principaux leviers que je vois, c'est chez le Hibou en tout cas. On l'utilise beaucoup. On l'utilise beaucoup, mais c'est de se dire, en fait, l'IA, pour moi, a craqué le langage. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est un tour de force. Et depuis la nuit des temps, on a toujours essayé de se dire comment on fait pour que telle personne se retrouve dans tel job qui lui corresponde vraiment parfaitement bien à ce moment de sa vie. Tu vois, et donc il y a eu plein d'initiatives avant l'arrivée de l'IA, qui est finalement assez récente, sur le fait de se dire comment on fait ce matching, quoi. Et c'est notre job, nous, comme tu le sais, de faire matcher les besoins de nos clients avec les meilleures compétences. Donc le premier élément, c'est de se dire comment on investigue la question du matching, et c'est ce qu'on a commencé à faire, qui nous permet de nous dire, en fait, avec des algorithmes, on est capable, parmi notre communauté de 100 000 consultants, de se dire, OK, là, on en a 25, c'est ceux sur lesquels il faut qu'on travaille. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je trouve intéressant, c'est sur le fait d'automatiser nos propals auprès de nos clients, ce qu'on a aussi mis en place. Donc, l'équipe a été super vite. Avec une IA, en fait, qui est capable de générer des propals sur mesure extrêmement bien ficelés. Le troisième truc que je trouve hyper intéressant chez nous, c'est le pricing.
C'est toujours compliqué dans un marché comme le nôtre où en fait les consultants choisissent eux-mêmes leur tarification, leur daily rate. Freelance. Ils sont freelance. Ils ont choisi ce statut pour ça aussi. Ouais, c'est ça. Mais parfois, ils se trompent. Parfois, ils sont pas assez Tout à chers fait. par rapport au marché. Parfois, ils sont trop chers. Absolument. Et donc, l'IA nous aide de plus en plus à définir en fait des grilles en fonction de la seniorité, des compétences techniques, pour être capable de dire, OK, on va avoir une discussion avec le freelance en lui disant, là, on doit te positionner à tel prix. Et c'est pas uniquement le prix que tu demandes qui va définir le prix client. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est aussi, je pense, un élément innovant en fait dans l'intégration de l'IA. C'est aussi un bon argument pour nos clients de savoir qu'en passant par le hibou, ils vont avoir aussi un prix du marché qui est juste, qui est Exactement. dans la tendance. Exactement. Tu mets du rationnel sur Ouais. le pricing. Ouais, absolument. Donc ça change un peu le paradigme. Et puis le dernier truc que je trouve intéressant, sur lequel on va commencer à travailler, c'est la prospective. C'est-à-dire se dire, avec l'IA, est-ce qu'on est capable de faire des prévisions sur les besoins en ressources à venir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Ouais. Et là-dedans, tu vas intégrer plein de choses, le contexte géopolitique, la stratégie des entreprises, la pénurie du marché sur telle ou telle compétence. Ouais. Tu vois, sur la cyber, par exemple, qui est vraiment devenu le sujet ultra pénurique, Tout à fait. je pense qu'on a manqué d'anticipation et que les IA vont nous aider en fait à mieux lire l'avenir. Chez le hibou, justement, on parle de l'IA qui est intégrée à notre plateforme. Ouais. Il y a un vrai argument, en tout cas moi en Belgique, quand je vais voir des clients, parce que je le disais, au niveau des plateformes, je trouve qu'il y a encore énormément de travail à faire et qu'on peut vraiment avoir un impact. Quand je dis aux clients, effectivement, on a une communauté qui est fantastique, quand même 90 000, 100 000 aujourd'hui freelance sur le marché, Ouais. plus combiné à la puissance technologique qu'on a pour sortir, et j'aime bien le dire, des profils invisibles de mes concurrents. Ouais. C'est comme ça que j'aime le dire. Mais je voudrais revenir sur un point, c'est que très tôt, tu as développé une plateforme avec le hibou. C'est quand même en interne, c'est quand même un investissement de fou de développer soi-même, homemade, sa propre plateforme. Ça doit être très onéreux, ça doit prendre du temps. Aujourd'hui, on est super content de l'avoir et c'est un vrai argument. Mais pourquoi tu as fait ce choix-là? Tu vois, quand tu lances une boîte, ça a dû être un investissement assez lourd au début, un risque important en disant ça marche pas, en fait, on a construit tout ça pour rien. Mais aujourd'hui, ça a fonctionné. Plein de boîtes qui vont acheter une technologie, tu vois, qui vont louer une plateforme ou rajouter du code, etc. Bien sûr. Tu as été direct dedans, quoi. Aujourd'hui, c'est top. Mais à l'époque, c'était quand même un sacré pari. Ouais, bah, complètement. Et tu vois, ça aussi, ça fait partie des éléments différenciants, je pense. Ouais. Mais toute la question, quand tu es directeur informatique ou entrepreneur à ta propre échelle, c'est de se dire, est-ce que je pars d'un projet ex nihilo, d'une feuille blanche, et je fais du in-house, ou alors est-ce que j'essaie de trouver un CMS sur le marché, tu vois, qui pourrait correspondre? Au début, parfois, tu te dis, bon, je vais limiter les coûts, Ouais. des choses qui existent. Après, c'est jamais 100% à ta mesure. Ce qui est génial chez le hibou avec notre plateforme, c'est qu'elle est construite à notre mesure. Exactement. Ça, c'est fantastique. Mais tu vois, je me suis évidemment posé la question et j'aurais préféré partir sur un CMS qui coûte moins cher. Ouais. Tu arrives, tu as déjà 90% des devs qui sont faits et puis tu n'as que de la customisation. Le truc, c'est que Ça, comme bien tu le disais tout à l'heure, il y a 10 ans, le freelancing était encore un peu embryonnaire et il n'y avait pas de plateforme en fait pour les freelances. Ouais. Il n'y avait que des job boards pour des salariés et il y avait tout un tas de fonctionnalités en fait qui étaient inexistantes. Et je me suis dit, en fait, on va tordre un produit. Et tordre le produit, c'était pas le but. Tu peux customiser un produit, mais le tordre, tu risques assez vite en fait de te retrouver à avoir une maintenance qui est Ce que tu hyper voulais était trop loin de ce que le marché avait offert. Ouais. Donc on est parti d'une feuille blanche. Et je te dis pas que ça a été toujours facile, hein, parce que j'ai quand même financé sur fonds propres, donc mis de l'argent pendant 3 ans, sans savoir forcément si ça va très bien marcher. Après, la beauté de notre industrie quand même, c'est que ça va relativement vite. Mais effectivement, c'était un peu challenging. Aujourd'hui, donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc, il y a la plateforme qui, notamment, est un outil interne chez le hibou qui nous permet, avec toute la puissance technologique et la data, de proposer des profils à nos clients. Mais c'est aussi open au public. Ça veut dire que n'importe qui peut venir sur la plateforme en tant que client. Alors, en tant que freelance, évidemment, s'inscrire. Mais en tant que client, déposer une annonce. Je recherche un expert cloud et avoir accès directement à rentrer en contact avec cette communauté de freelance. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'avenir de cette plateforme? Tu penses qu'un jour, ça représentera la majorité du business de l'hibou? Parce qu'on perd quand même le côté humain, finalement, à travers une plateforme, tu vois? Et alors que c'est quand même une de nos valeurs. Comment est-ce que tu vois un petit peu ce côté antinomique? En fait, c'est une super bonne question et c'était vraiment un choix initial d'avoir un volet humain extrêmement important, omniprésent
autour de la technologie et de la plateforme. Et encore une fois, je crois beaucoup en fait à l'humain et la relation client, elle repose essentiellement sur ça. Le sens de l'histoire, tu as raison de le souligner, c'est que la technologie va certainement aller de plus en plus loin et on est en train de le dire, on met de l'IA sur la plateforme. Maintenant, les chatbots en ligne, il n'y a plus d'humain derrière. Ils te parlent comme un être humain. Mais ouais. Jusqu'où on va aller, nous, à ce niveau-là, tu vois, dans notre métier. Ouais, exactement. Mais c'est vraiment une bonne question. Je suis hyper surpris, tu vois, de voir ce qui se passe dans le monde des helpdesk. Webhelp, qui est une très très belle success story française, est certainement en train d'opérer un pivot important parce qu'aujourd'hui, quand tu appelles une grande compagnie parce que je sais pas quoi, tu as un accident de bagnole ou tu as un problème d'assurance, en fait, la personne qui te répond est une IA, elle s'exprime parfaitement, elle a toutes les subtilités du langage. Ouais. Même de l'humour, de la sensibilité. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, il lui manque juste le 6e sens, mais on en est plus très loin, donc c'est un peu flippant ce qu'on raconte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez le hibou, on va certainement aller de plus en plus loin sur tout ce qu'on peut automatiser comme tâches à faible valeur ajoutée. Tout ce qui est gestion des demandes, du ticketing, etc. Tu vois, tout ça, on va essayer de l'automatiser au maximum. En revanche, moi, je ne veux pas qu'on se trahisse. C'est-à-dire que quand on appellera nos consultants, il y aura toujours un homme ou une femme qui sera là pour discuter avec le consultant. Et avec nos clients, c'est pareil. On n'est pas dans un marché de volume, tu vois, comme le sont les grandes entreprises en B2C. Tu prends un AXA, Groupama, dans l'automobile, etc. En fait, c'est des millions d'utilisateurs. Nous, ce n'est pas le cas. Et ça ne correspond vraiment pas à la stratégie. Donc, on gardera toujours ce volet humain. Mais par contre, les gens qui travaillent chez le hibou vont faire des choses de plus en plus intéressantes. Ok, d'accord. Donc l'humain restera quand même toujours au cœur. Bien sûr. De notre métier, chez le en tout cas. Bien sûr. Mais tu vois, on le voit déjà, Max, toute l'IA qu'on a mis dans notre outil de matching qui permet de générer des propals, etc. Je pense que tous les collaborateurs chez le hibou sont hyper contents. Bien sûr. Parce qu'on leur prémâche le travail sur des tâches qui sont chronophages, qui sont pas forcément les plus passionnantes. Et en fait, valeur ajoutée, de transformer un CV ou de faire. Et puis il y a, évidemment, on a une communauté qui est fantastique de 100 000 freelances, mais on peut pas tous les connaître à la lettre. On connaît une bonne partie d'entre eux, mais cette IA nous permet parfois de voir ce qui est inaperçu ce qui n'est pas perçu par l'œil humain. Comme je dis aux clients, on va vous trouver des profils invisibles à l'œil de nos concurrents. Donc effectivement, l'IA fera une partie du travail, elle va intégrer nos processus, mais à la fin, tu tiens quand même à ce que ce soit toujours un être humain qui soit dans la relation entre nos freelances et nos clients. Ouais, complètement. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport, de manière générale, à l'IA dans la société et par rapport à notre position chez le hibou? Je pense que de toute manière, par rapport à l'IA, il n'y a pas 36 manières de le voir. C'est-à-dire que l'IA va prendre sa place. Et donc, à un moment donné, c'est soit tu en as peur et tu refuses de voir l'évidence et de ne pas l'utiliser. Comme il y a beaucoup de métiers qui l'ont fait en disant j'ai peur de me réinventer, donc je continue à faire mon métier et puis qui vont disparaître. Donc, je pense que l'IA, c'est un outil qui est fantastique. Soit tu l'embrasses, soit tu risques d'être à la traîne. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Il faut l'utiliser. Je me pose par contre beaucoup la question, c'est vrai, sur le futur de métiers techniques, IT, comment ça va impacter ces métiers de développeurs et autres quand tu vois qu'une IA est parfois capable de générer un code d'un site web de manière très propre. Comment ça va impacter les métiers de l'IT? Ça, c'est une vraie question à laquelle je n'ai pas encore la réponse. Peut-être que toi, tu as un sujet là-dessus. Mais moi, l'IA, je pense que c'est un outil fantastique qui est intégré chez nous dans des plateformes et qui permet effectivement d'avoir d'excellents résultats. Ce qui est sûr, par contre, et ça, je te le répète tout le temps, c'est que depuis que j'ai ouvert la Belgique, le hibou, c'est que nous sommes dans un métier qui est profondément humain. Et ça, aujourd'hui, je ne pense pas qu'une IA ne peut le remplacer et ne remplacera demain. Donc, il faut faire attention, mais par contre, je pense qu'on peut aussi très vite se laisser tenter par, je ne sais pas moi, fainéantise peut-être, à tout déléguer à une IA. Il faut faire très attention. Je pense que c'est ce qui fera la différence entre une société dans notre milieu qui fonctionnera encore dans les années suivantes, qui gardera l'humain en cœur de son fonctionnement, et ceux qui, par, je ne sais pas, facilité, auront tout délégué à l'IA. Tu vois, ça, c'est un petit peu mon point de vue. Donc, je ne m'en fais pas, je l'utilise, mais je pense qu'il va falloir l'utiliser intelligemment et ne pas tout lui déléguer. Mais c'est exactement ça, tu vois. Il ne faut pas avoir peur de l'IA, parce que de toute façon, elle est là. Elle est là. Donc, c'est plutôt l'adopter au plus vite et monter dans le train, parce que sinon, les autres vont le faire plus vite que nous.
Mais effectivement, ça va, je pense, changer pas mal de choses, tu vois, sur les métiers de l'IT. Tu penses qu'il y a des métiers qui vont disparaître avec ça? Quasiment disparaître, oui, Je pense. j'en suis Il certain. faut être clair. Mais d'autres vont arriver, Oui, tout ça à c'est fait. C'est certain. toujours comme ça, ouais. Mais tu as des métiers qui vont disparaître. Mais tu vois, ce que je disais sur, par exemple, tout ce qui est chatbot, gestion des problèmes de bureautique, etc., on va aller beaucoup plus loin, c'est certain. La surveillance des systèmes, la surveillance des réseaux, etc., c'est des choses qui peuvent être gérées par des IA quasiment de bout en bout. Après, tu as toujours besoin de gens qui font la conception. Oui. Et sur les métiers du développement, en fait, je pense que le métier de développeur a encore beaucoup d'avenir. L'IA apporte déjà beaucoup. C'est-à-dire que l'IA permet de développer beaucoup plus vite, de façon plus rigoureuse, plus normée, et de faire moins d'erreurs, et en plus de ça, de vérifier la qualité du code. Mmh. En fait, je pense que c'est ça le sens de l'histoire, tu vois, c'est que les développeurs, c'est pareil, ils vont continuer de développer, mais différemment avec les IA. Ouais. Voilà, et puis vraiment, ça va toucher tous les métiers de l'IT. Sur la cyber, c'est pareil. Je pense que ça va renforcer énormément de choses de façon automatique. Donc, c'est vraiment une transformation en fait des métiers de l'IT. Mmh. Bah, je propose qu'on refasse un podcast dans 5 ans pour voir et qu'on revoie ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Ok, avec Et on a plaisir. dit ça. Je termine par une dernière question, Christophe, justement. Dans 5 ans, tu vois où le hibou? Tu vois, ça fait un petit peu entretien d'embauche, mais euh, on a parlé de l'IA, on Ouais. a parlé de l'internationalisation, Ouais. on a parlé de notre croissance, de levée de fonds, on a abordé plein de sujets. Globalement, si toi, on te dit dans 5 ans, où est-ce que tu aimerais être, où est-ce que tu aimerais emmener le hibou, tu répondrais quoi? Bah, je dirais, je serais vraiment fier si on est resté sur notre fil directeur, Mhm. donc les métiers du numérique. Ouais. Si on a une position en France qui est nettement plus grande que celle d'aujourd'hui, et si on a réussi à devenir un acteur de référence en Europe. D'accord. Tu vois, ce serait vraiment ça. Par le mot acteur de référence, que j'entends, c'est un acteur significatif. Mais il y a aussi la notion de qualité. Tu vois, un acteur de référence et tu dis, OK, le hibou, c'est une marque connue. Mhm. On sait que quand on travaille avec le hibou, c'est une approche premium et qu'il y a de la qualité. Ok, super. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Génial, c'était un plaisir. Merci, Max. Merci Christophe pour ton passage en Belgique. Et puis, bah, j'espère qu'on fera découvrir le hibou là avec ce podcast à plein de monde. Et puis, on se revoit dans 5 ans du coup. Ça On l'a marche. refait. Avec plaisir. Ciao. Merci Christophe.